L'intervention militaire de la France est une grave atteinte à la souveraineté de notre pays. Pour nous, il s'agit d'un odieux coup d'État perpétré par l'armée française qui n'a d'autre dessein que de recoloniser la Côte d'Ivoire pour s'emparer de ses immenses ressources. Voilà, vous connaissez maintenant les faits. La France a reconquis la Côte d'Ivoire. Elle a détruit le palais présidentiel. Elle a permis aux rebelles d'ouvrir la chasse aux sorcières. Le président en exercice a été arrêté par les forces françaises, livré aux rebelles. Son épouse a été brutalisée. Son fils a été brutalisé. On vient de vous annoncer qu'un de ses proches collaborateurs, M. Tagro, a été assassiné. Assassiné dans l'hôtel du Golfe, qui est le siège des rebelles. Voilà donc la situation où nous sommes. Nous sommes ici un peu privés de nouvelles, mais nous sommes là pour vous donner des nouvelles que nous avons. Je crois que la situation actuellement est très simple. Le peuple français ne peut pas accepter qu'on fasse tout cela en son nom. La honte est pour nous. Et la douleur est pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Vous savez, le président Gbagbo n'a jamais compté autant de partisans que maintenant. Mais nous sommes des adeptes du pacifisme. Voilà, on a longtemps présenté le camp présidentiel comme des va en guerre. Mais je crois qu'il s'agissait juste de messages de communication. En réalité, c'est Gbagbo qui est pour la paix en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ce sont ses supporters, ce sont ses collaborateurs, ce sont ses partisans qui sont harcelés, traqués partout à Abidjan et à l'intérieur du pays. Maintenant, aucune voix africaine ne s'élève, mais chers amis, cela ne devrait pas vous étonner. Croyez-vous que ces pays soient si indépendants que cela? Tous les pays qui, il y a quelques mois ou quelques semaines, affirmaient être à nos côtés, n'ont pas fait de déclaration, même pour demander à la France, ne serait-ce même que par principe, l'arrêt des bombardements. Donc je pense que la lutte que nous menons en Côte d'Ivoire est une lutte qui va au-delà de notre pays et de la simple personne du président Gbagbo. Ce que je voudrais dire, c'est que Toussaint Louverture a été arrêté et enfermé au château de Joux. Cela n'a pas permis, cela n'a pas empêché Haïti de devenir un État libre et indépendant. Béhanzin a été enfermé. Cela n'a pas permis au Bénin d'être un État libre et indépendant. Mandela a connu la prison. Aujourd'hui, c'est une Afrique du Sud multicolore que l'on peut voir se développer. Donc, nous restons, comment dirais-je, conscients de ce que la bataille que nous menons est une bataille pour l'Afrique tout entière. C'est une guerre de libération, une guerre d'indépendance, et les messages affluent de partout. La société civile, des hommes politiques africains qui me contactent et qui contactent même d'autres membres du gouvernement du président Gbagbo, c'est vous dire que le combat que nous engageons va au-delà des frontières ivoiriennes et nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il est vrai qu'aujourd'hui, militairement, l'armée ivoirienne a peut-être perdu la bataille, mais pas la guerre. Même si elle avait la capacité de vaincre la rébellion, et c'est ce que la France savait, et c'est pour cela qu'elle a détruit sa capacité militaire. Mais politiquement, aujourd'hui, nous reprenons l'initiative, puisque la France a commis une faute lourde en installant par la baïonnette, ou en voulant installer par la baïonnette un dirigeant, un responsable politique africain. Écoutez, c'est difficile à moi de faire la psychanalyse du chef de l'État français aujourd'hui, du chef de l'État français pour l'instant. Ce qu'il y a, ce que je constate, ce sont les faits. L'intervention de la France en Côte d'Ivoire est un désastre politique et humain. Désastre politique, comment voulez-vous que les Ivoiriens ne considèrent pas cela comme une reconquête coloniale? Même, il y a le symbole. Pour arrêter le président Gbagbo, on est passé par le souterrain qui reliait en d'anciens temps l'ambassade de France et la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Bon. Et donc, c'est là une reconquête. Et deuxièmement, pour la Côte d'Ivoire, c'est on installe à la présidence de la République quelqu'un qui appelle l'étranger à tirer sur son peuple, premièrement. Et deuxièmement, qui est à la tête de bandes armées, qu'il contrôle ou pas, je n'en sais rien, mais qui est à la tête nominalement de bandes armées qui ont tué des Ivoiriens. On se demande si c'est une armée ivoirienne
qui est entrée en jeu, ou bien si c'est une armée étrangère. En tout cas, ils se comportent en Côte d'Ivoire comme des étrangers. Vous savez bien que la France et l'ONUCI attendaient une excuse pour en finir définitivement avec le président. Des prétextes fallacieux comme la France en a évoqué ces derniers jours. On parlait d'une incursion de l'armée ivoirienne, d'une attaque contre l'hôtel du Golfe pour justifier le bombardement de la résidence du président. Ensuite c'était... Vous niez tout cela. Toutes ces accusations, vous les rejetez. Bien entendu, c'était totalement bidon. Pardonnez-moi. Vous savez, nous sommes habitués aux mensonges d'État maintenant. Et nous avons compris pourquoi et comment, un beau matin, les États-Unis sont allés bombarder l'Irak. On nous a parlé de découverte d'armes de destruction massive, et puis quelques mois plus tard, le monde entier a découvert que tout cela n'était que mise en scène. Donc sur la Côte d'Ivoire, la France a procédé de la sorte, puisqu'elle avait une force de communication qui lui permettait de multiplier les mensonges à longueur de journée, et elle ne s'est pas privée de le faire, avec beaucoup d'efficacité du reste. C'est le coupable qui veut poursuivre celui qui l'a renversé. Quelle est la situation actuelle? Nous avons M. Ouattara qui est l'auteur de cette déclaration et le chef, au moins nominal, des rebelles, qui, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont tué 700 personnes. L'ONU le reconnaît. Alors le responsable d'une bande d'assassins qui ont assassiné 700 civils, aujourd'hui se pose comme un justicier. Bon. Ce que je voudrais dire aussi, pour compléter ce que disait M. Toussaint, c'est en 1946, la flotte française a bombardé Haiphong. En 1954, 8 ans après, c'était Dien Bien Phu. On a, au Maroc, exilé le roi, Mohamed V, à Madagascar, installé à sa place le Glaoui, le pacha de Marrakech, comme on installe à la place de M. Gbagbo, M. Ouattara. Quelques années plus tard, on a dû laisser le roi Mohamed V revenir reprendre son trône. Et c'est ainsi que ça se passe toujours. Bon. Et ici, maintenant, je crois que nous avons la preuve, il n'y a pas de cri de joie dans les rues d'Abidjan. C'est la terreur. Quand un pouvoir honni est renversé, c'est des cris de joie. Ce n'est pas le cas. C'est la terreur, et la terreur qui se répand. Et on nous parle d'harmonie, de réconciliation, mais quand on frappe la femme du président, quand on frappe son fils, quand on assassine son collaborateur au hôtel du Golfe, qui est le quartier général des rebelles, comment peut-on oser parler de réconciliation? Je crois que la France s'est engagée, le gouvernement français, s'est engagé dans une opération aventureuse et qui se terminera par un désastre pour la France, mais surtout par des deuils pour la Côte d'Ivoire, deuil dont le gouvernement français aujourd'hui est responsable.